Et donc, je passe la parole au rapporteur Éric Bocquet. Merci. Bien, merci, Madame la Présidente. Monsieur Ogier, est-ce que vous êtes rendu personnellement aux îles Caïmans? Première question. Non, jamais. Donc on peut créer, gérer une société sans jamais mettre un pied sur le territoire en question. Alors nous sommes très intéressés par cette démarche, bien évidemment. Vous savez que les îles Caïmans ne sont pas n'importe quel territoire. Les îles Caïmans sont très connues pour leur accueil très favorable. Il y a un immeuble dans la capitale qui s'appelle Georgetown, comme vous savez, un immeuble qui s'appelle Hoagland House, qui abrite le siège de 12 748 entreprises. C'est un immeuble de 5 étages, c'est pas très élevé. D'ailleurs, le candidat Obama, en 2008, dans sa première campagne, avait pointé cette situation, puisque c'est proche des États-Unis. Ils sont hébergés, bien sûr, beaucoup d'entreprises très célèbres américaines. Et il avait pointé cet immeuble avec un peu d'humour en disant, écoutez, soit c'est le plus grand immeuble du monde, soit il y a un problème d'évasion fiscale. Donc, vous pouvez comprendre que nous intéressions particulièrement à ce territoire. Et donc, j'aimerais vous poser des questions sur votre expérience personnelle qui nous intéresse bien évidemment. Donc, si vous dites qu'il n'y a pas d'intérêt au niveau fiscal à implanter une société au Caïmans, quel est le motif dans ce cas-là? Quelle est la motivation d'un tel choix? Pourriez-vous également nous exposer le processus de constitution d'une société, puisque nous intéressons de très près à la mécanique dans cette commission, et la mécanique permet de comprendre la logique d'ensemble, l'ingénierie, les techniques mises en œuvre. Et pourriez-vous également nous indiquer si vous avez été accompagné dans cette démarche par des conseils, des établissements financiers, des banques éventuellement, avocats, etc. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ces différents points, s'il vous plaît? Alors, pardon, j'ai du mal à m'exprimer. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'avantage fiscal nécessairement en allant aux îles Caïmans. J'ai dit d'abord que moi, je n'en avais jamais cherché aucun. Et donc, je disais, vous vous souvenez en préambule, que c'est pas un paradis, il n'y a pas de paradis fiscal en soi, c'est l'usage qu'on en fait. Je pense que pour certains investisseurs étrangers, la France peut être un paradis fiscal. Alors maintenant, sur le plan très pratique. Alors d'abord, pourquoi les îles Caïmans, effectivement, quels avantages présentent-elles? Bon, d'abord, effectivement, il n'y a pas de fiscalité locale, il y a des frais d'immatriculation extrêmement faibles, les contraintes à l'immatriculation sont extrêmement faibles, puisque dans le cas de la première société qui a été créée, si vous voulez, puisqu'on devait la consolider par des apports, et donc on peut faire une société avec $1. Bon. Et donc la société, en fait, vous la créez, mais il y a rigoureusement rien dedans. Donc il y a beaucoup de facilité. Donc ça, je crois que ça joue. Alors par ailleurs, les autorités, si vous voulez, demandent et suivent la composition du capital. Par contre, je crois savoir que c'est étanche au-dessus. Donc si vous voulez, les autorités des îles Caïmans connaissent la composition du capital, mais par contre ne la transmettent pas à des autorités extérieures qui le leur demanderaient. Donc voilà des avantages qui effectivement ouvrent des possibilités. Je ne doute pas que certains, mais en aucun cas je ne l'ai fait, je ne doute pas que certains essaient de les exploiter. Alors maintenant, au plan pratique, ce sont des avocats installés à Hong Kong, si vous voulez, qui en fait aident leurs clients dans toute cette démarche. Donc, il y a un cabinet à Hong Kong qui n'avait pas été choisi par moi, mais même par mon partenaire français, dont je me souviens du nom parce que pour cette audition, j'ai regardé un peu dans les dossiers. Il s'appelle Commence, le cabinet, et c'est un grand cabinet d'avocats et qui, si vous voulez, clé en main, pour un prix forfaitaire, vous livre la société immatriculée. Alors eux-mêmes. Le prix est de quel ordre, monsieur Ogier? Vous savez ça à peu près? Je ne suis pas certain de l'avoir là. C'est quelques milliers de dollars. Hein. C'est quelque chose d'extrêmement faible. Je regarde si dans les documents que j'ai là, on peut le retrouver. Et donc eux-mêmes ont un correspondant local aux îles Caïmans. Ah non, le cabinet est à Hong Kong. Non, c'est vraiment un système qui est complètement fait pour. Voilà, le cabinet commence. Voilà, j'ai ça. Donc vous voyez, mon partenaire, au total, il a versé KT26 et un 7 000 $ au cabinet de Hong Kong et au cabinet local, à peu près la même chose.
Oui. Oui, c'est ça, oui. Oui. $1 au Caïman. Au cabinet au Caïman. Caïman, c'est ça. C'était en 2005 tout ça, hein, donc. Mais voilà, donc ces cabinets, pour eux, c'est une routine. Hein. Alors, le processus donc concret de constitution donc est aussi simple que cela. Des avocats à Hong Kong créent la société. Oui. Et il n'y a pas de procédure très lourde en fait dans la démarche. non, absolument aucune. Combien de personnes sont employées par ces sociétés et pour quelles fonctions économiques précises? Alors, par les sociétés immatriculées aux îles Caïmans dont je parle, donc dans les deux cas, zéro. Ce sont des holdings purs. Alors, je rappelle que dans le cadre de la première, IBL, ça a été une structure avortée. Donc, si vous voulez, elle a été constituée, elle n'a même jamais ouvert de compte, elle n'a jamais eu d'activité. Bon. Mais dans le second cas, la structure pour l'agence de voyage, la plateforme de voyage Xanadu, c'est un holding pur. Et de même, la sous-filiale qui est à Hong Kong est encore un holding pur. Donc, l'activité économique, elle est en Chine. Et en Chine, nous avons eu jusqu'à 80 employés, hein, dont 4 Français, je crois. D'un point de vue citoyen, cette fois, quel est votre sentiment sur le recours à ces paradis fiscaux par les entreprises financières françaises, d'un côté, et les entreprises non financières, de l'autre? Quel est votre regard? Quel regard portez-vous sur ces questions? Premièrement, je suis un farouche partisan de la transparence. Bon. En revanche, si vous voulez, je crois que si ces immatriculations qui peuvent paraître un peu compliquées, etc., mais sont développées, c'est parce qu'elles présentaient effectivement une somme d'intérêt pour à la fois les entrepreneurs travaillant en Chine, que ce soit des Chinois ou des étrangers, et pour les investisseurs. Donc je crois que là, on a quelque chose qui ressemble à un effet de marché et qui... je ne pense pas d'ailleurs qu'un pays seul comme le nôtre pourrait le casser, et je ne pense pas que ce serait à la fois intéressant, utile et constructif de le casser. En revanche, il faut faire en sorte, comme je le disais tout à l'heure, que les possibilités qui sont ouvertes par ces États ou ces pays, si vous voulez, de dissimuler, que ces possibilités, elles, disparaissent. Et donc, ce qu'il faut, c'est demander de la transparence, et notamment aux établissements bancaires, à partir du moment où ils participent, si vous voulez, à la construction, ou même simplement à l'ouverture d'un compte. Alors, une question suivante, si vous permettez. Quand on fait des pertes sur un investissement donc situé dans un paradis fiscal, et qu'on a par ailleurs des bénéfices, on doit parfois assister à des tentatives visant à remonter les pertes vers des États où on fait des bénéfices. Enfin, il peut y avoir des transferts de l'un à l'autre au niveau de la alors là, c'est une question fiscalement des plus complexes de savoir, si vous voulez, dans quel cas vous pouvez imputer des pertes sur le bénéfice fiscal. Pardon de vous répondre par cette façon un peu détournée. Donc évidemment, quand une société fait des pertes, elles sont imputables sur les bénéfices. Mais en ce qui me concerne, sur mon holding qui a été contrôlé sur à peu près toutes les années qu'il a vécu, dans certains cas, l'administration fiscale accepte la déductibilité et dans d'autres cas, elle la refuse. Donc tout se voit. Et tout à fait sincèrement, je ne peux pas vous dire le traitement qui a été donné, par exemple, aux 300 000 € qui ont été perdus sur la filiale. Sur la filiale qui a avorté. Encore une fois, ce n'était pas fait pour ça. C'était un vrai investissement industriel. Est-ce qu'il y a eu une acceptation d'imputation du déficit sur les autres activités de mon holding? Très franchement, je ne peux pas vous répondre. Mais si vous voulez, je pourrais demander à mon expert comptable et vous apporter la réponse par écrit. Je le ferai volontiers. Hein. J'ai aucun problème avec ça. Mais je ne m'en occupe pas et je laisse faire l'expert comptable. Et je dis, toutes les années sont contrôlées et il m'est tout arrivé, y compris des réintégrations, je crois, comme à peu près à tout le monde. Hein. Dernière demande d'information pour l'instant. De quand date la création de votre société aux îles Caïmans? Et est-ce que vous aviez réfléchi à d'autres territoires éventuellement, ou est-ce que c'est forcément celui-là qui s'imposait? Voilà, ces deux questions. Alors, bon, comme vous dites, ma société, donc le seul cas où j'étais en position
majoritaire. Donc c'est celui pour les librairies et c'est le partenaire chinois qui m'a demandé l'investissement aux îles Caïmans. Ça faisait partie du schéma, si vous voulez, qui était imposé par le partenaire chinois. Pardonnez-moi. Qui était imposé par le partenaire chinois. En aucun cas, ce n'a été mon choix. Donc je n'ai comparé avec rien d'autre. Ça n'a pas été du tout mon choix. Et ça date de quelle année, donc? Donc ça, 2005. Avant de passer à la parole à Charles Revet, Monsieur Auger, j'ai une petite question à vous poser. Vous avez parlé de transparence et dans vos explications, vous nous avez bien dit, et je vous demande de le confirmer, que toutes vos activités à l'étranger ont été rapportées à l'administration fiscale française, puisque c'est bien ce que vous nous avez dit. Merci. Tout est retranscrit, si vous voulez, effectivement, dans le bilan de mon holding. Voilà. Donc l'administration fiscale a accès aux informations qui lui permettent de voir. Donc vous avez l'investissement dans International Bookstore Limited qui est apparu l'année où il a été fait, les années suivantes. Vous avez la participation dans Capital Concorde. Et par ailleurs, les comptes de mon sous-holding Capital Concorde sont des comptes qui sont tenus par un cabinet local et audités au plan local, et l'administration, lorsqu'elle le demande, a accès au rapport de l'auditeur. Donc tout ça est rigoureusement transmis. Donc je réponds oui à vos questions. Fiscalité d'entreprise, que vous aviez des comptes aux îles Caïmans. Pas de compte, mais un investissement. Il n'y a jamais eu de compte aux îles Caïmans, mais un investissement dans des sociétés qui étaient effectivement aux îles Caïmans. Alors, sachant, si vous voulez bien, dans le cas d'IBL, que la chose est compliquée, puisque l'investissement devait finir aux îles Caïmans, mais était d'abord fait sous forme d'investissement direct. Mais tout ça apparaissait dans les comptes. J'ai une ultime question à vous poser. Je pense aussi la parole à Charles Revet. Votre nom est apparu dans le cadre des fichiers Wikileaks, Offshore Leaks, pardon, Offshore Leaks. J'aimerais savoir quel est votre sentiment à l'égard de ce type de procédure et de fichiers. Alors, d'abord, je le redis, et quel que soit le coût qu'il y a pu avoir pour moi, mais plus par mécompréhension ou par exploitation calomnieuse de certaines données, je suis pour la plus grande transparence. Donc moi, je trouve que le fait que des fichiers se baladent, que des États acceptent même d'acheter des fichiers à des gens qui les volent, je suis pour. Très clairement. Alors, maintenant, dans le cas Offshore Leaks, mon nom n'est pas apparu puisque c'est celui de mon holding, Euran. Deuxièmement, ce nom est apparu précisément parce que l'opération était faite de façon transparente. Donc là, si vous voulez, et je suis tombé face à des journalistes, mais je m'excuse de le dire, mais si vous voulez, qui en fait ne sont ni économistes, ni financiers, ni même journalistes d'investigation, sont des journalistes politiques, donc qui venaient pour faire un coup politique. J'ai essayé de leur expliquer pourquoi ce que j'avais fait était normal, transparent. Et d'ailleurs, s'il y avait le nom de mon holding, c'était précisément parce que c'était transparent. Chaque fois qu'on trouve comme ça le nom d'une société, évidemment, il faut remonter un cran au-dessus, puisque c'est la société, si son nom apparaît, c'est qu'elle a fait l'investissement en son nom. Donc tout ça est la preuve de la transparence. Donc voilà, donc c'est plutôt une mauvaise interprétation. Et par ailleurs, j'ajoute que mon nom personnel n'est jamais apparu. Et donc les journalistes dont je parle m'ont appelé, si vous voulez, en me disant voilà, le nom de RAN apparaît dans le film. Passez me voir. Et donc je les ai reçus instantanément. J'ai essayé de leur expliquer un peu les choses. Je dois dire que ce qui a été retranscrit d'ailleurs dans l'article du journal Le Monde lui-même n'était pas faux, ou à la marge, mais par contre c'est l'exploitation qui en a été faite, et notamment l'éditorial, qui lui était franchement diffamatoire. Mais donc je suis pour la transparence, alors là vraiment totale. Charles Revet. Oui, merci Madame la Présidente. Moi je ne suis ni journaliste d'investigation, ni financier, ni fiscaliste. J'essaie de comprendre un peu les choses. Et l'intérêt des choses, surtout dans le contexte présent. Qu'est-ce qui explique qu'à partir de la France, si vous voulez, on aille s'installer, créer des holdings à Hong Kong, en s'appuyant sur un cabinet d'avocats
qui, je ne sais pas si c'est le cas, hein, j'essaie de comprendre, hein, sur un cabinet d'avocats qui vous apporte quelque chose clé en main pour créer une entreprise ou pour reprendre une entreprise aux îles Caïmans. Qu'est-ce qui, pour avoir ce montage, il n'y a pas possibilité, dès lors que c'est dans la transparence et autres, et il n'y a pas possibilité de le faire plus simplement sans être obligé de faire tout ce parcours qui paraît être un parcours de combattant? Ah non, alors d'abord, moi, ma démarche n'est jamais... Ma question non, mais pas bonne. monsieur, aucun problème pour les questions. Je vais tâcher d'y répondre clairement. Donc d'abord, ma démarche n'est jamais dans ce sens-là. En fait, moi, ce que j'ai décidé de faire en 99-2000, c'est d'aller investir en Chine. Bon, alors ça, on peut me le reprocher, vous pouvez rester en France, mais non. Bon, donc, et faire connaître aussi la culture française en Chine, etc. Donc ça a été mon choix. Donc là, pendant plusieurs années, si vous voulez, j'ai regardé beaucoup de choses. J'ai créé une librairie française, une librairie chinoise, des petites choses. Et puis, j'ai examiné beaucoup de dossiers. Et quand j'ai estimé avoir suffisamment compris la façon dont fonctionnait la Chine, je me trompais un peu d'ailleurs, mais bon. Donc en 2005, si vous voulez, là, j'ai commencé à faire des investissements plus importants. Bon. Mais donc ma démarche, c'était développer des activités en Chine. Vous le savez aussi, j'ai créé des boucheries qui ont créé des emplois français, qui font vendre du vin français, etc. Donc j'ai développé un certain nombre d'activités en Chine. Lorsque je l'ai fait moi-même seul, lorsque j'étais seul décideur, j'ai pris le circuit le plus direct. Alors, pourquoi passer par Hong Kong, si vous voulez? Là, il y a des raisons légales qui font qu'il est plus simple d'immatriculer une société en Chine populaire en ayant un holding à Hong Kong. Que par ailleurs, en cas de revente un jour de l'activité, si vous voulez, c'est plus facile de revendre des titres qui sont détenus par une société à Hong Kong parce que l'opération se fait à Hong Kong. Donc ça, le schéma que moi j'ai pratiqué pour la plupart de mes investissements, c'est un schéma qui est le plus simple et le plus direct possible. Bon. Alors, dans les cas que je vous dis, c'est pas moi qui ai choisi. C'est-à-dire le cas des librairies, c'est le vendeur qui voulait, puisque lui devait retrouver un certain pourcentage de titres au niveau du holding supérieur, et donc c'était son choix. Ça fait partie du dossier qui m'a été remis en 2004. C'était dire non ou accepter ça. Voilà. Et dans le choix, et pour l'agence de voyage, là, si vous voulez, même groupe d'investisseurs qui vient, il décide de faire l'immatriculation aux îles Caïmans, ce n'est en aucun cas mon choix. Moi, pardon, mais j'ai toujours été suiviste en la matière. Par contre, il est vrai que moi, ça ne m'a jamais gêné, puisque j'ai toujours considéré qu'on pouvait utiliser ce genre de pratiques, qui, encore une fois, sont extrêmement répandues. Et même les Français épargnants, si vous voulez, qui ont des SICAV actions au monde, sans le savoir, ont dans leur portefeuille, si vous voulez, des titres de sociétés qui sont immatriculés aux îles Caïmans. Donc c'est quelque chose qui fait partie de la façon dont fonctionne le monde financier dans cette zone du monde. Et pour moi, voilà, c'était une chose naturelle. Mais ça n'a jamais été un choix de ma part, jamais. Est-ce que je peux vous poser une autre question qui est un petit peu en marge et qui n'est pas, et si bien sûr la présidente et le rapporteur en sont d'accord, je lisais dans votre parcours que et c'est l'ancien rapporteur des grands ports maritimes et qui habite à côté du Havre qui amène à pas évoquer ça. Je vois que vous avez été le président directeur général de la Société Nouvelle de Remorquage du Havre. C'est bien celle qui est venue s'implanter puis a disparu à un moment. C'est bien ça, puisque je crois qu'il n'y a plus qu'une seule société de remorquage. Est-ce que vous n'avez le droit de ne pas répondre attendez, mais pour comprendre un petit peu. Je réponds volontiers. Simplement, je vais tâcher d'être court pour ne pas vous lasser. Donc, le premier contact que j'ai eu avec le remorquage, c'est en fait quand j'étais président du groupe G7. Et donc, après avoir restructuré le groupe et l'avoir rentabilisé, nous avons cherché à le développer sur de nouveaux marchés. Moi, j'ai toujours bien aimé le monde maritime. Et donc, j'ai géré l'acquisition d'un grand holding qui s'appelait CFIT, dans lequel il y avait une filiale qui s'appelle Progemar et qui faisait du remorquage maritime. Et donc, j'ai été... Progemar a fusionné avec d'autres sociétés, je vous fais grâce des détails. Et par ailleurs, donc c'est moi qui ai constitué ce groupe. Et dans ce groupe, il y avait une petite filiale, enfin pas petite, importante notamment par la notoriété, qui s'appelle Les Abeilles Internationales et qui surveille le rail de la Manche. Bon. Et donc, l'une de mes actions, ça a été de débaptiser toutes les sociétés du groupe et de les appeler Les Abeilles. C'est pour ça qu'il y a Les Abeilles Le Havre, Les Abeilles Nantes, Les Abeilles Dunkerque, tout ce que vous voulez.
Voilà. Donc ça a été mon contact avec le domaine maritime. Quand j'ai quitté le groupe G7 en 96, André Rousselet m'a demandé, avant mon départ, de céder l'ensemble du portefeuille remorquage. Et donc j'ai cédé l'ensemble de ce portefeuille au groupe Bourbon. Le groupe Bourbon qui possédait déjà la moitié du remorquage de Marseille. Donc le groupe Bourbon s'est retrouvé en position de monopole sur la totalité des ports. Un jour, j'ai vu arriver dans mon bureau le directeur du port du Havre qui m'a dit « Mais vous connaissez si bien le remorquage et nous, on aimerait quand même qu'il y ait un peu de concurrence dans le remorquage du Havre. » Il a fallu que je me fasse un peu tirer l'oreille et puis finalement, j'ai effectivement créé une société nouvelle de remorquage du Havre, pour faire concurrence aux abeilles dans le port du Havre. Donc c'était une pratique concurrentielle. Voilà. Et simplement, je vais très vite. Comme j'étais en Chine et que je n'avais pas le temps de m'en occuper, je l'ai vendu à des Hollandais. OK. Et ce sont les Hollandais qui s'en sont plutôt mal tirés. Oui, Monsieur Augier, Monsieur Revet, je vous propose de régler les affaires aux Normandes en dehors de cette Non, mais enceinte. j'ai compris, monsieur. Et je vais repasser la parole à notre rapporteur, sauf si d'autres collègues ont des questions. Oui, il était beaucoup question de Hong Kong dans votre expérience. Quelle spécificité présente Hong Kong du point de vue du droit des sociétés, de la fiscalité? Quels sont les avantages et les atouts de Hong Kong dans ce processus? D'abord que les activités, que les profits que vous faites ou les revenus que vous avez tirés d'activités qui ne sont pas réalisées à Hong Kong ne sont pas taxés. À Hong Kong. Bah, voilà. Donc ça veut dire très clairement, vous avez à Hong Kong une société filiale, donc toute l'activité est en Chine, vous la revendez, vous ne payez pas d'impôt dessus. Pas d'impôt. Bon. À ma connaissance, mais. Voilà. À part ça, Hong Kong est surtout, si vous voulez, une place extraordinairement pratique, bon, et surtout, là aussi, appréciée des Chinois. Donc, si vous voulez, c'est aussi cette dimension-là qu'il faut pas sous-estimer. C'est-à-dire, c'est à la fois un endroit, si vous voulez, où les Occidentaux se sentent à l'aise, où tout le monde parle bien l'anglais, où ils ont l'habitude du contact avec nous, et puis en même temps, les Chinois se sentent à l'aise avec eux. Donc, c'est un point d'entrée, si vous voulez, qui est un point tout à fait naturel. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment parce que les places asiatiques sont très en pointe ces dernières années, puisqu'on parle un peu de régulation dans le monde, on voit pointer fortement Hong Kong, Singapour par exemple, et donc j'ai le sentiment qu'on est de plus en plus dans ce qu'on développe aujourd'hui, le shadow banking, la banque de l'ombre, qui échappe aussi à la régulation et aux règles. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette raison-là dans la vitalité financière de Hong Kong et qui pourrait justifier que des entreprises comme les vôtres passent par ces territoires? En ce qui me concerne, non. Très clairement, il n'y a rien de tel, puisque tout est absolument transparent. Et je peux vous dire, là, j'ai fait une opération, puisque toutes mes sociétés n'ont pas perdu de l'argent en Chine, donc même si au total, tout ça n'est pas glorieux, il y a une société là qui a dégagé des profits que j'ai fait remonter immédiatement dans mon holding Euran. Donc en ce qui me concerne, la réponse est clairement non. Je crois savoir, en discutant avec des amis chinois, des entrepreneurs chinois, si vous voulez, qu'effectivement leur préférence va de plus en plus vers Singapour versus Hong Kong, parce que là, ils ont le sentiment, apparemment, si vous voulez, d'être un petit peu plus à l'abri encore et éloignés de ce qui pourrait être, dans un avenir proche peut-être, l'attitude du gouvernement chinois, qui lui aussi ayant besoin de rentrée fiscale, ayant besoin d'améliorer son image internationale, si vous voulez, pour être amené à prendre des mesures allant dans le sens de la transparence et qui s'appliqueraient aussi à Hong Kong. À propos du shadow banking qui existe, je vous le rappelle, dans le monde entier, il est vrai, y compris en France, il est vrai qu'il s'est beaucoup développé en Chine, mais ça, vous savez pourquoi, hein, à cause d'un mécanisme très particulier qui font qu'un certain nombre d'entreprises peuvent s'endetter, reprêter de l'argent et dégager un profit simplement sur le delta, plutôt que de faire de l'industrie, ça leur a paru plus simple. Donc là, les Chinois ont un vrai problème en la matière et je pense qu'ils sont en train de l'adresser, comme on dit en mauvais français. Donc je pense que sur ces questions, si vous voulez, la situation en Chine d'une façon générale et à Hong Kong en particulier va aller progressivement dans le sens de la transparence. Autre chose, je crois savoir que, notamment après évidemment les drames de 2001 et la volonté des Américains d'éviter tout ce qui est blanchiment et argent du terrorisme, si vous voulez, que les banques elles-mêmes à Hong Kong sont très exigeantes sur les références et l'origine de fonds lorsque des sociétés nouvelles sont créées. Donc je pense que là aussi, en réalité, les grandes banques ont
ont beaucoup plus d'informations qu'elles ne le disent. Et ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure sur la transparence, c'est-à-dire je pense que l'information fondamentalement est là et que les grandes banques font à cet égard leur travail. Vraiment, faut permettre de faire sortir cette information. Vous nous dites être très attaché à la transparence, absolument attaché à la transparence. Donc là, vous venez de dire que Hong Kong et Singapour semblent un peu à la fois s'orienter dans le sens de la transparence. Ah, je n'ai pas dit ça pour Singapour, pardonnez-moi. Hong Kong. Je ne dis ça que pour Hong Kong. Bon, là, prenons Hong Kong. Donc, qu'est-ce qui, aujourd'hui, à Hong Kong, manque de transparence, selon vous? Non, je dis, les banques ont, sur les affaires pour lesquelles elles ont des comptes, elles ont de grands dossiers. Le manque de transparence, c'est qu'elles les gardent, les dossiers. Donc, mais encore faut-il que probablement quelqu'un vienne leur demander. Donc c'est ça, si vous voulez, qui est un petit peu, me semble-t-il, le chaînon manquant. Dans un pays comme la France, si l'État français demande aux banques de surveiller tel flux ou demande des renseignements supposés qu'elles ne les aient pas sur telle affaire, les banques, si elles ont ça dans leur dossier, vont les donner. À Hong Kong, encore faut-il que quelqu'un leur demande. Vous avez joué un rôle dans la dernière campagne présidentielle. Vous étiez le trésorier de l'un des candidats. Votre nom est apparu donc dans la presse au sujet de l'enquête Offshore Leaks. Avez-vous recueilli le sentiment que des zones offshore pouvaient être utilisées pour contourner les règles de financement? De la campagne? Des campagnes, du financement politique en général. Alors moi j'aime bien parler de ce que je connais, donc si vous voulez, jamais cette idée n'a traversé mon esprit, l'esprit de quiconque, etc. Donc moi le rôle que j'ai eu comme président de l'association de financement du candidat François Hollande, si vous voulez, était un rôle qui était dans mon esprit complètement cloisonné et séparé de ce qui peuvent être mes activités personnelles ou les activités de mes sociétés, et dans lequel la seule chose, si vous voulez, qui était attendue de mon ami candidat, si vous voulez, c'était mon sens de la rigueur, si vous voulez. Voilà. Bon. Et donc on a géré avec la plus totale rigueur l'ensemble des opérations. Voilà. Mais bien entendu, il n'est jamais venu même à l'esprit l'idée de faire quoi que ce soit qui soit en dehors des contraintes légales et notamment dans la dimension financière. Est-ce que l'examen des comptes de campagne donne lieu à un examen particulier, ciblé sur ces territoires offshore en question ou pas Non, l'examen des comptes de campagne, si vous voulez, se fait sur la base de tout ce que nous déclarons, et ça représente absolument des conteneurs entiers, sur tout ce que nous déclarons comme dépenses et comme recettes. C'est surtout les dépenses. L'équipe qui est significative de la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne suit la campagne et note, si vous voulez, tous les événements de la campagne. Donc ils se débrouillent pour avoir des tracts, ils ont la liste des meetings, ils ont la liste des interventions dans lesquelles on voyait le candidat sur une jolie estrade avec un joli fond et des belles caméras, et ils notent tout ça. Et ensuite, si vous voulez, ils vérifient que dans les dépenses que nous présentons, il y a bien tout. Donc voilà. Donc la question qu'on peut avoir, c'est tiens, il y avait un meeting à Bourges, et là, je vois pas grand-chose pour Bourges. Alors expliquez-nous pourquoi. Voilà, c'est ça leur travail. Et donc c'est un travail qui vérifie que tout ce qu'ils ont vu est bien déclaré. Et puis il y a plein d'autres choses, parce que nous mettons tout, en tout cas dans le cas de la campagne dont je me suis occupé, on a mis tout, y compris des petits meetings qu'ils n'avaient même pas vus. Donc c'est cette exhaustivité, si vous voulez, des charges qui sont regardées. Bon. Alors, ensuite, il y a des recettes, et donc il faut regarder effectivement la légitimité de la provenance des recettes. Donc, c'est vrai que c'est très limité, que notamment les entreprises n'ont pas le droit du tout de participer. Et donc, la légitimité, là aussi, la cohérence, si vous voulez, et c'est ça l'objet du contrôle. Il n'y a pas de raison au-delà d'aller chercher. Alors, cela étant, je vous avoue que depuis la fin de cette campagne, je suis à titre personnel soumis à un contrôle fiscal personnel sur toutes mes sociétés, etc., et où tout est désossé. Et je le prends très bien, si vous voulez, puisque c'est qu'on aille regarder si par hasard il n'y a pas eu la moindre porosité, si vous voulez, me paraît légitime. Mais je garantis absolument que tout ça était totalement séparé, cloisonné, et que nous avons
eu pour tâche principale, presque unique si vous voulez, de nous assurer que toutes les dépenses étaient bien retranscrites dans les comptes, que toutes les dépenses étaient financées d'une façon régulière et que le total de dépenses ne dépassait pas le plafond. Voilà. Simplement, comprenez, il n'y a pas de malveillance dans mon esprit, mais comprenez que les questions se posent à nous et à l'ensemble de l'opinion, compte tenu des informations qui circulent ces derniers temps sur des campagnes antérieures d'autres candidats. Voilà, il est normal que nous intéressions. Non, mais, monsieur, voilà, je n'ai nullement mal pris votre question moi je ne veux pas parler des autres, mais pour la mienne, c'est vraiment vous avez ma parole la plus absolue. Est-ce que vous avez des questions les uns et les autres? Non, alors Monsieur Augier, il me revient le plaisir de vous remercier de cette audition. Moi qui suis à la Commission des Affaires étrangères, je sais que c'est difficile de poser le pied en Chine, d'y travailler, d'y faire fleurir la langue française et la culture. Donc évidemment, on a bien compris ce que vous y faisiez. On a aussi bien compris le package de comptes dans des paradis ou des territoires non coopératifs qui faisaient partie d'un ensemble. On a bien compris aussi votre souhait de transparence. Et je voudrais simplement, avant que nous nous séparions, que vous nous donniez votre sentiment, compte tenu de votre parcours dans le monde des affaires, sur ce grand vent de transparence qui secoue notre vie politique, puisque nous avons plusieurs textes qui vont venir, l'un sur la transparence, suivi immédiatement d'un texte sur la fraude fiscale et l'évasion fiscale. J'aimerais avoir votre sentiment sur ce qui menace d'être un grand déballage. Alors, je vais vous répondre en vous parlant de la Chine. Il y a un grand problème de légitimité du gouvernement actuellement en Chine. Alors, ce problème, évidemment, est lié au fait qu'il y a un gouffre entre l'idéologie affichée, le maoïsme, on va dire, et puis la pratique, qui est une pratique capitalistique quand même pure et dure. Mais ce n'est pas ça, en réalité, le problème principal. Le problème principal, il est apparu quand des journalistes qui, eux, faisaient bien leur métier, ceux du New York Times, ont commencé à révéler quelle était la fortune des dirigeants de la Chine. Dans les 7 membres du comité permanent actuel du bureau politique, vous avez 4 milliardaires. Les Américains se sont amusés à calculer la fortune des 100 premiers membres du Congrès national du peuple de Chine et de le comparer aux 100 sénateurs américains. Bon, l'écart est de 1 à 10. Alors, pour les sénateurs français, pardon madame, je n'osais pas. 200 même. Je n'osais pas. Donc, ce pays est une plutocratie, je parle de la Chine. Mais moi, je sens, si vous voulez, puisque j'ai toujours des contacts avec la Chine et beaucoup d'amis chinois, et si vous voulez, je sens ça leur pose un problème réel. C'est-à-dire, quand ils ont découvert que ce monsieur Wen Jiabao, qui avait l'air si gentil, qui était le père de la nation, etc., en fait, avait permis à sa famille de faire des fortunes à l'occasion de la privatisation de la première compagnie d'assurance, que sa mère avait investi opportunément en gagnant 80 millions de dollars en une nuit, etc., si vous voulez, c'est à ce moment-là, le peuple chinois s'est mis à douter totalement, si vous voulez, de ses propres dirigeants. Voilà. Et ça a créé une fracture dont je ne suis pas certain que le pays, la Chine, réussisse à sortir. Parce qu'ils se disent, ces gens-là sont là pour s'enrichir eux et pas pour le bien public. Voilà. Et donc, il faut qu'on ait toujours à l'esprit, si vous voulez, que c'est un risque qu'on court. Et il faut, à mon avis, une façon permanente pour qu'un pouvoir garde sa légitimité, que l'ensemble des mandants de la population, le peuple, le prince, comme vous voulez, si vous voulez, soient persuadés que les élites et les dirigeants politiques et les responsables politiques agissent dans le sens de l'intérêt général et du bien commun, et pas pour eux. Et si ça doit passer par un maximum de déballage, eh bien, il faut le faire. Voilà quelle est mon opinion profonde. En vous écoutant, M. Augier, parler de la situation chinoise, j'avais en écho dans ma tête certains parallèles étroits avec la situation malheureusement française. Beaucoup de nos concitoyens ont tendance à considérer que l'élite, entre guillemets, je n'aime pas ce mot, nous ne sommes pas dans l'élite, se détachent de plus en plus des réalités qu'ils vivent tous les jours et ne sont pas là pour régler la vie de la société. C'est ce que vous décrivez, c'est malheureusement ce que beaucoup de nos concitoyens pensent aujourd'hui. C'est bien ce que je sous-entendais. C'est ce qui nous motive dans la recherche de la vérité et de la lumière. Mais c'est tout à fait ce que j'ai compris, c'est tout à fait ce que je sous-entendais, et c'est pour ça, si vous voulez, que je pense qu'il ne faut jamais dire il y a trop de transparence. Voilà.
Parce que c'est devenu une absolue nécessité pour que la confiance soit là et que le contrat, le pacte social, si vous voulez, tienne. Merci beaucoup, Monsieur Auger, de cette intéressante audition. Merci.